Mariupol, une ville martyre détruite par l'armée russe au printemps 2022. Et si on aimait cette ville au point d'y aller en mars 2022, après la grande invasion russe? Et si on devait payer le droit de fixer les réalités de la guerre par la mort, sa propre mort? Vous écoutez le podcast L'Ukraine face à la guerre. Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. Je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. Avec moi, Dunia Sichov, actrice, productrice et monteuse de cinéma. Dunia a notamment monté 2 films de réalisateurs lituaniens, Mantas Kvedaravičius sur la ville de Mariupol, Mariupolis de 2016 et Mariupolis 2, filmé en 2022. Mantas a été tué par les soldats russes lors du siège de Mariupol. Mariupolis 2 a été monté par Dunia avec l'aide d'Anna Bilobrova, la campagne de Mantas. Bonjour Dunia, tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté notre entretien pour le podcast L'Ukraine face à la guerre. Vous êtes actrice, vous êtes productrice, vous êtes aussi monteuse de films de cinéma et vous avez collaboré notamment avec le réalisateur lituanien Mantas Kvedaravičius pour 2 films sur la ville de Mariupol. D'abord son film Mariupolis de 2016 et ensuite son film Mariupolis 2, 2022, un film qui a vu le jour grâce à vous, aussi après sa mort tragique à l'intérieur de cette ville assiégée. Et donc, nous allons bien sûr parler de ces 2 films et de ce réalisateur lituanien, Mantas, qui a perdu sa vie en réalisant son œuvre, son 2e film sur Mariupolis. Donc ma première question à vous serait toute simple. Dans quelles conditions, quand et où vous avez fait connaissance de ce réalisateur et comment est-ce que votre collaboration avait commencé? Bonjour Tetiana, merci de m'avoir invitée. J'ai rencontré Mantas par l'intermédiaire de sa productrice française, Nadia Turincev, qui cherchait quelqu'un qui soit capable de comprendre les rushs tournés à Mariupol et travailler avec Mantas, qui était toujours une aventure puisque Mantas était quelqu'un de très joyeux, hors norme, libre, et donc ça nécessitait d'aller en Grèce. Il habitait à Athènes à ce moment-là, et de monter chez lui sur un petit ordinateur portable. Enfin, c'était toujours des conditions assez drôles. Voilà. Oui, donc c'était un réalisateur qui avait cette affinité grecque. D'ailleurs, ce qu'on voit dans son premier film sur Mariupol, ukrainien, c'est cette présence grecque, n'est-ce pas? Parce que Mariupol, c'était une ville où il y avait cette présence grecque d'une manière historique et on les voit dans ce premier film, n'est-ce pas? Exactement, oui. En fait, je lui ai demandé, parce qu'à l'époque, aujourd'hui, Mariupol est devenu tristement célèbre dans le monde entier. Mais à l'époque, quand je parlais du film à des amis, à des gens du cinéma ou pas, on me disait mais c'est quoi Mariupol? Mais c'est où? Mais c'est donc j'expliquais, voilà. Et je lui ai demandé mais qu'est-ce qui t'a donné l'idée d'aller là-bas en fait? Donc lui, il était anthropologue et il était passionné par la Grèce, antique. C'est notamment pour ça qu'il vivait à Athènes. Et donc, quand il a appris qu'à Mariupol, il y avait une communauté grecque où on parlait encore le grec, il s'est dit, il faut que j'y aille et que je filme. Et effectivement, je me souviens je crois qu'on les voit dans le film, dans Mariupolis. Il y a notamment un théâtre, alors pas le théâtre, on voit le théâtre de Mariupol, mais c'est un autre théâtre à côté, avec des fresques grecques,
et des gens effectivement qui organisent des spectacles de théâtre en grec, qui voilà, lisent le grec et entretiennent ce, ouais, c'est cette culture en fait. Mm. Cette culture, grecque qui est présente. Rappelons à nos auditeurs pourquoi cette présence, grecque, à Mariupol, puisque justement il y avait des populations grecques, in Crimée, encore, depuis des siècles en fait, et c'est sur les ordres de Catherine le 2, la tsare de, russe en fait, qu'ils étaient délogés de la Crimée encore au XVIIIe siècle, donc dans les terres, voilà, plus au nord. C'est-à-dire qu'au sud de l'Ukraine, même aujourd'hui, nous retrouvons même dans la région de Zaporijia, même dans la région de Mariupol, cette présence grecque, voilà, ils bénéficiaient de droits d'avoir beaucoup de terres agricoles. Il faut aussi dire que les terres agricoles dans cette sud ukrainien, sont très riches, et c'est ce fameux Tchernozem, en fait, voilà, une terre noire, et donc voilà, donc ils étaient là depuis des siècles, et une concentration très importante de Grecs à Mariupol, cette ville portuaire aussi, sans doute le climat, bien sûr, c'est pas le même climat qu'en Grèce, mais c'est aussi une ville ouverte, une ville, portuaire, une ville avec de la mer, n'est-ce pas? Mais c'est aussi une ville métallurgique. Voilà, donc une ville industrielle, une ville de Donbass. Donc voilà, cet amour de Mantas pour, Mariupol, il se lit facilement dans ce, 1 film. Mais voilà, dans ce contexte, voilà, elle a commencé le travail sur ce premier film sur Mariupol, en 2015, non, n'est-ce pas? Parce qu'il est paru en 2016. Donc il y a la présence de la guerre, n'est-ce pas, aussi? Donc il y a on entend parfois des tirs, voilà, des échos des bombardements. Heu, Même on voit les soldats oui, aussi. est-ce qu'on peut dire que c'est un film sur, la ville menacée? Hem, oui, on peut dire ça. Après Mantas, oui, en fait, ce qu'il aime, c'est comment la vie continue, en fait, dans n'importe quelles conditions. C'est-à-dire que en tant qu'anthropologue, en tout cas, c'est ce qui m'a expliqué, on parle beaucoup en montage sur les intentions du réalisateur et ce qui lui plaisait, j'ai l'impression, c'était les gestes, qui se répètent depuis des siècles et des siècles. Les gestes séculaires, les gestes, comme le pêcheur qui vient pêcher, son poisson, même si c'est interdit, comme, le mariage qui a un rite, séculaire aussi, comme, les gens qui montent des spectacles, comme, quelqu'un qui coud un tissu. Voilà, tout ces choses qu'on voit dans le film et qui sont des choses qui nous ramènent dans le hors temps en fait. Là où effectivement le bruit des bombes, alors c'est malheureusement du hors temps aussi parce que c'est séculaire aussi la guerre, mais c'est vrai que Mantas n'a jamais été, comment dire, oui, il préfère être du côté de l'humain en fait plutôt que. Oui, que de côté politique ou guerrier, ça c'est vrai. On le lit assez facilement dans ce premier film, d'ailleurs que dans le deuxième aussi. Ce que voilà, au centre de sa préoccupation, de ce qui fixe en fait, c'est l'homme ou la femme, bon, l'humain en fait en tant que tel, face à des choses. Voilà, c'est très intéressant ce que vous dites par rapport à ce côté anthropologue, de Mantas, puisque effectivement il y a il y a il y a un peu l'action, c'est pas qu'elle manque dans les films, mais c'est que, la temporalité de ces films-là, ils sont assez lents, donc c'est centré autour de gestes, voilà, de mouvements, de la présence humaine, et c'est pas centré sur l'action. Voilà, donc je pense que vous avez participé, vous avez, bah, peut-être compris la démarche. Quelle était d'ailleurs votre collaboration? Est-ce qu'elle vous donnait des consignes, ou bien il y avait des choses qui venaient aussi de vous, en tant que monteuse de ce film? Mantas, était vraiment un touche à tout, c'est-à-dire qu'il faisait, aussi bien, comment dire? Le cadrage de ses films, pas tout seul, il avait des collaborateurs. Ils étaient, sur Mariupol, ils étaient 3 chefs opérateurs, selon les disponibilités de chacun et cetera et cetera et il montait aussi. Donc souvent quand j'arrivais avec Mantas, donc j'ai collaboré sur 3 films en tout,
plus un quatrième où il m'avait demandé un peu mon avis, et cetera. Mais voilà, en fonction, de nos emplois du temps respectifs, de tout ça, du budget, lui, il commençait toujours à monter et c'est lui qui préparait lui-même, d'ailleurs le projet, donc qui était, quand même assez bordélique, faut le dire. Donc il y a que lui qui savait se repérer dans la machine. Mais il me disait: «Bon, bah, voilà, il y a telle scène, il y a telle scène, ça c'est la meilleure prise», parce que ça a beau être du documentaire, il pouvait, refaire des prises, s'il n'était pas satisfait. Et donc j'avais une trame et après l'idée c'était, bah, que je propose mes idées, que de toute façon après il allait reprendre pour continuer à monter tout seul. Donc j'ai été une sorte de chaînon en fait dans son processus de travail. Et lui, souvent, il était là le matin et peut-être en fin de journée, mais dans la journée, en fait, il était toujours sur d'autres projets. Soit il était à côté dans une pièce, mais en train de regarder des photos de repérage, soit carrément il partait pour filmer des plans pour un autre film qu'il est en train de faire. Il avait toujours plein de choses sur le feu, ce qui fait que, ouais, on a rarement passé une journée entière ensemble en salle de montage. Il me donnait des choses pour, on va dire, m'amuser avec et lui, voilà, il s'occupait. Ça lui permettait de s'occuper d'autres choses pendant ce temps-là. Oui, donc je vois, donc c'était une collaboration comme ça, donc il avait sa vision de choses et donc on arrive à ce deuxième film. C'est un film absolument exceptionnel dans le sens où en fait, c'est une situation assez rare où on a un film et un réalisateur qui était tué, bon, qui était mort lors de tournage, c'est quand même un peu exceptionnel. Est-ce que vous gardez un souvenir, des séjours? Donc là, je voudrais quand même qu'on rétablisse cette chronologie, de cette histoire. Dans quelles conditions? Pourquoi est-ce que, Mantas s'est-il pris cette décision, très dangereuse que de partir à Mariupol, voilà, tout de suite après la grande invasion russe? Donc en fait, à l'époque où la grande invasion a éclaté, heu, Mantas était en Ouganda avec sa compagne Anna Bilobrova, heu, qui est ukrainienne. Et, et il était en préparation de 2 films, un documentaire et un film de science-fiction. Et je l'avais eu, par Zoom, quelque temps avant parce que enfin, un peu grâce à lui, je suis allée à Zanzibar, ce qui m'avait donné l'idée. Puis il m'a dit: «Bah, viens en Ouganda, viens nous rendre visite». Et je lui ai dit: «OK, le prochain voyage, ce sera celui-là». Et quelque temps plus tard, éclate donc la Grande Guerre et là, je lui envoie un message et parce que tout le monde enfin, au aussi parce que tout d'un coup, tout le monde commence à parler de Mariupol. Ce qui me fait très bizarre, en fait et même si je n'ai alors, j'ai été en Ukraine, bien sûr, j'ai été à Dnipro, j'ai monté d'autres films qui parlaient, de la guerre comme Frost de Sharonas Bartas, enfin voilà, et j'avais monté une partie du film à Dnipro donc enfin, c'était choquant, en fait, de voir tous ces lieux, nommés, dans un contexte de guerre et hem et donc, il me répond tout de suite en me disant: «Oui, on est avec Anna toujours, en Ouganda, on tourne en rond, on sait pas quoi faire, et cetera et cetera». Et en fait, le lendemain, ils ont décidé de partir. D'après alors c'est délicat de parler, à la place, des gens, mais d'après ce que j'ai compris, Mantas, lui, il savait pas trop. Anna était très motivée parce que c'est son pays aussi et ils se sont dit: «OK, on y va, heu, mais on y va, pas les mains dans les poches, on y va pour aider des gens». Donc l'idée, c'était d'apporter, des médicaments, des vivres, enfin ce dont les gens pourraient avoir besoin et heu et donc il appelle, Irina qui a été, la femme qui a été sa fixeuse sur, Mariupolis 1, Irina qui vient de Mariupol et qui était à ce moment-là déjà à Lviv à cause du début, des bombardements et donc elle parvient à organiser, tout ce voyage et ça a été une,
peut-être une première, rétrospectivement en tout cas, une première erreur de la part de Mantas et Anna, c'est que j'ai des amis qui sont. Mon père était reporter. J'ai des amis qui sont reporters, qui ont été dans des zones dangereuses. Et la première chose qu'on apprend, c'est de ne jamais y aller avec une double casquette. C'est-à-dire que si on y va en tant que journaliste ou en tant que réalisateur, eh ben on y va en tant que journaliste. Mais aller en tant que journaliste et apporter en même temps de l'aide humanitaire, en fait, ça brouille les pistes et c'est dangereux parce qu'on est tout de suite suspect. Euh, voilà. Et toujours est-il qu'il part, mais moi je ne suis absolument pas au courant. Il le cache à tout le monde. Il n'y a que ben, Nadia, sa productrice française, qui est informée. Euh, et donc ils arrivent, je crois qu'ils arrivent à Lviv à ce moment-là, et ils récupèrent une voiture avec de l'aide humanitaire, et ils commencent à traverser l'Ukraine. Et quelque part comme une dizaine de jours après, quelque chose comme ça, le théâtre de Mariupol est bombardé. Et, euh, et là, j'envoie un texto choqué à Mantas parce qu'il a tourné dans ce théâtre, que j'ai monté les images de ce théâtre, donc on le connaît par cœur d'une certaine manière. Et je lui ai écrit Mantas, est-ce que tu as vu les informations, le théâtre avec des gens dedans? Et il ne me répond pas. Il ne me répond pas pour cause, il est déjà à Dnipro en fait. Et, euh, et donc, il continue sa route avec Anna. Et ils arrivent à Mariupol. Et lui, son idée, avant de partir, c'était d'aller à Mariupol, d'essayer de retrouver les gens là-bas, peut-être du film, et, euh, et de circuler dans la ville. Or, à leur arrivée, ils se rendent compte que la circulation est impossible parce qu'il y a des bombardements tout le temps, parce que beaucoup de routes sont minées et que les affrontements dans les deux sens sont partout en fait. Donc ils font comme ils peuvent, ils atterrissent dans cette église évangélique où se sont réfugiés des gens qui ne se connaissaient pas et qui vivent ensemble en fait, des familles, avec des hommes qui chapeautent toute cette vie en fait. Et, et donc il décide de rester parce qu'il n'a pas le choix en fait. Et il fait connaissance avec ces gens. Au début, Anna m'a raconté qu'au début, il voulait pas filmer tout de go, tout de suite. Il voulait d'abord faire connaissance et puis peut-être gagner la confiance des gens qui étaient là. Et très vite, ils ont dit. Au début, Anna me disait, mais les gens nous ont dit, mais tout le monde nous a oubliés, en fait, vous nous avez oubliés. Et elle leur a répondu, mais le monde entier parle de vous. Et ça, enfin, quelque part, ça leur a fait plaisir, c'est un grand mot, mais en tout cas, ça les a rassurés de savoir que, oui, que la communauté internationale parlait de Mariupol. Et donc, Oui, donc ce moment-là, donc je me oui, permets de vous couper là. Donc c'est-à-dire on peut imaginer, voilà, Mantas, arriver à Mariupol, au milieu du mois de mars, donc c'est après le bombardement de théâtre, que vous connaissez, qui était dans votre film. Et oui, et donc là, après, il y a les connexions sont très perturbées. D'après ce qu'on se souvient, il y avait déjà des perturbations des connexions, c'est-à-dire qu'il y avait presque plus d'internet. Bon, il y avait ça captait par-ci par-là. Donc toute cette histoire-là, vous l'avez apprise après coup, n'est-ce pas? Parce que le temps que Manta soit à l'intérieur de la ville, il n'y avait pas de communication avec vous, ou si? non, il n'y en avait pas du tout. En fait, à Dnipro, il y avait encore de l'Internet, mais à Mariupol, il n'y en avait pas. En tout cas, à l'endroit où il était, il n'y avait pas d'Internet. Euh, et, euh, et c'était un peu. Ouais, c'était le souci, en fait. C'est des gens coupés du monde, donc ils ne savent pas ce qui se passe, etc. Et parfois, si on avait l'occasion de marcher dans la ville, de changer d'endroit, ce qui est arrivé à Anna après et à Montas, on pouvait peut-être, quelqu'un avec un portable, mais pas forcément le sien, capter une barre par hasard de réseau. Mais oui, et c'est ce qui arrivera, et c'est comme ça que qu'Anna préviendra en fait
les gens du fait que Mantas a été Mmh. capturé, ouais. Donc au cœur de ce film, on voit cette église évangélique, on voit le souterrain notamment de cette église où se réfugient, on peut imaginer des civils, voilà, des fidèles de cette église ou peut-être aussi des voisins, des gens qui habitaient à côté, donc ils se réfugient à l'intérieur pour se cacher des bombardements qui deviennent de plus en plus intenses. On voit une fois de plus dans ce film cet accent sur l'humanité, sur l'humain. On voit aussi que Mantas ne filme pas tellement il filme pas tellement dehors, c'est-à-dire que c'est souvent par la fenêtre, non? On a l'impression que c'est une fenêtre, qu'il filme par la fenêtre et que, voilà, que tout ceci, voilà, donc ce repli en fait, des hommes et des femmes sur eux-mêmes, sur les conditions de vie très difficiles, les choses les plus simples, les plus banales deviennent très compliquées. Je ne sais pas comment manger, comment boire, comment aller aux toilettes. Il y a des bombardements, voilà, partout et donc il y a voilà, il y a cette vérité, n'est-ce pas, de la guerre qui est présente. C'est pas cette image de la guerre qu'on voit, par exemple, dans les actualités, n'est-ce pas? Donc sur Mariupol, même sur Mariupol, cette durée longue, voilà, de la guerre. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, Mantas et les gens avec lesquels il était étaient comme, bah, piégés, en fait, dans cet endroit. C'était impossible de sortir. La seule sortie, c'était regarder par la fenêtre. Quand on pouvait, quand il y avait pas trop de bombardements et on voit à la fin du film que justement que l'endroit d'où il filmait en fait a été bombardé, enfin, en tout cas détruit par peut-être des éclats ou en tout cas c'est détruit. Mais oui, c'était le seul endroit d'où il pouvait voir un peu la ville d'en haut. Et donc c'est l'endroit où il a passé du temps à filmer, filmer, filmer de manière presque en état de sidération. C'est ce qu'on se disait avec Anna après en dérushant, c'est qu'à un moment donné, elle m'a demandé, elle m'a dit, attends, est-ce que tu trouves que, qu'est-ce que tu penses des rushs, qu'est-ce que tu penses de sa manière de filmer? Et je lui dis, mais c'est pas du tout la manière de filmer de Mantas en fait. Mantas, il a une manière de filmer qui m'a expliqué, qu'il a expliqué à ses chefs opérateurs, qui est de suivre une personne, puis un objet à côté de cette personne, puis un autre objet, et puis peut-être d'atterrir sur autre chose, en tout cas de faire des plans très longs et qui bougent. Et là, en l'occurrence, c'est tout l'inverse en fait. Ce sont des plans longs mais sur place. Oui, comme en état de choc, je dirais. Et c'est pour ça que enfin, que je me suis dit bon, peut-être qu'il faut garder ça, garder ce qui se passait en lui, la manière dont il a changé son mode de travail parce qu'il faut s'adapter à ce qui se passe et que c'est plus les mêmes conditions. Et effectivement, cette vue sur la ville, moi, quand j'ai regardé les rushs pour la première fois, c'était c'était les premières images qui sortaient de Mariupol parce qu'il n'y avait plus de journalistes. Les derniers journalistes étaient partis. Et, et, euh, et ça m'a choquée parce que je reconnaissais en fait, grâce à un- à une église que je voyais au loin, je reconnaissais en fait la même, à peu près la même vue que j'avais vue dans le précédent film, sauf que ce n'était qu'un champ de ruines en fait, et c'était avec le même soleil qui continue. Et c'était cette différence a été choquante vraiment, et c'est pour ça que je comprenais aussi la manière de filmer de Mantas, c'est que lui-même aussi devait voir cette différence et être sans voix. Oui, il faut, rappelons à nos auditeurs que le film de Mantas, il débute à peu près au moment où le film de Tchernov et Maloletka, donc c'est un film qui a eu Oscar, qui est très connu, c'est là où ce film s'arrête parce que Tchernov et Maloletka avaient passé donc avaient décrit, avaient filmé, avaient fixé en fait les 20 premiers jours, à Mariupol et donc déjà eux, c'était les derniers qui restaient donc de la presse internationale, de ce regard international sur Mariupol. Alors Mantas, voilà, par cet acte extrêmement courageux et très dangereux aussi que d'arriver dans la ville déjà très assiégée, très bombardée, donc on est vraiment mi-mars. Donc il continue ce récit, mais c'est un récit très différent parce que c'est un récit de quelqu'un déjà immobilisé. Parce que c'est tellement dangereux qu'on ne bouge plus, on ne peut
pas plus faire des plans général de la ville, on peut plus se balader parce que tellement c'est affreux. J'imagine que Anna, la campagne de Mantas, voilà, qui avait aidé à monter ce film et vous a longuement parlé sans doute de ses jours à l'intérieur de cette église-là. Qu'est-ce qu'il a raconté? Comment c'était dès l'intérieur, voilà, de cette guerre, voilà, quand on se retrouve sous terre? Oui, Anna, donc quand Mantas est mort, en fait, avant qu'il meure, et ils ont évidemment parlé de quoi faire si jamais il arrivait quelque chose à Mantas ou à Anna. Anna lui a dit, mais si tu meurs, qu'est-ce que je fais? Et il lui a dit, bah, c'est simple, tu caches les rushs, le disque dur dans ta culotte et tu le ramènes à, à tel producteur, et puis voilà, et puis vous faites le film. Donc elle a pris le relais dans la réalisation du film, elle est venue, avec moi en salle de montage, ce qui a été très précieux parce que, bah, pour expliquer en fait, tout ce qui se passait, parce qu'on comprend pas toujours sur les rushs, ce qui se passe, on n'entend pas toujours très bien et cetera. Et oui, elle m'a raconté, comment vivaient, ces gens, le fait que bah, il y avait pas de chauffage, évidemment, que il y avait de la nourriture. Il y avait ça, c'était pas un problème, mais bon, comment la préparer? Comment tout ça, ça demande une organisation. Et puis, les réflexes de chacun aussi, moi, ce qui m'avait frappée, c'est que dans les rushs, on voit dès qu'il y a un bombardement, et il y en a beaucoup, et on nous a demandé si on en avait rajouté, mais non, en fait, on n'a rien changé au son. C'est des bombardements permanents, plus ou moins près, plus ou moins. Et elle disait que, pardon, elle disait que qu'on voit que dans les rushs que certaines personnes baissent la tête à chaque bombardement, ont le réflexe encore de baisser la tête, même si entre guillemets ça ne sert à rien parce que le bombardement est loin. Et puis d'autres ne baissent plus. Et en fait, parce qu'ils ont intégré, en fait, ils l'entendent même plus. Et elle me disait, en fait, c'est là qu'on est en danger. C'est quand qu'on ne se protège plus, en fait, à force d'habitude de ces Qu'on perd le bombardements. réflexe de voilà, Euh, de on perd le oui, réflexe, oui. exactement. Et là, on Ouais. arrive au point le plus dur, de cette conversation puisque, on sait déjà en rétrospective que Mantas a été tué et donc est-ce que vous pouvez retracer au plus près de faits possibles comment est-ce que pourquoi elle était arrêtée? Pourquoi elle était tuée? Comment ça s'est arrivé? En fait, c'est compliqué parce qu'il y a une enquête en ce moment. Donc, je sais pas ce que je peux dire ou pas. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est que Mantas avait terminé le tournage. Ils avaient décidé de repartir avec Anna. On est au mois d'avril déjà? On n'est on n'est pas encore au mois d'avril. Mmh. On est encore au mois de mars parce il a été exécuté, je crois le 31 mars, à plus ou moins 30-31 mars. Et donc, on lui avait transmis une liste de gens à, à venir chercher à Mariupol, dans Mariupol, pour les ramener avec le minibus qu'il avait. Et, et en fait, ils ont dû changer de lieu. Ils n'étaient plus dans cette église. Ils ont réussi à quitter cette église. Il y a eu un moment d'accalmie. Ils sont allés ailleurs. J'ai pas très bien compris où, honnêtement, mais je sais qu'il existe une interview d'Anna très très détaillée. Je crois qu'elle a été faite par un journaliste lituanien, donc elle est en lituanien ou en anglais, je sais plus. En tout cas, c'est très facilement traductible, traduisible, et voilà. Et elle explique tout ça très bien. Donc ils sont arrivés dans un nouveau lieu et où ils se sont posés. Et Mantas a décidé, avec un autre homme qu'il ne connaissait pas, d'aller récupérer donc les gens qu'il était censé récupérer. Qu'il avait les adresses. Mmh. Parce qu'il était déjà dans l'idée Ouais, de quitter la ville et puis de c'est ça. sur son chemin de sauver encore, voilà, Exactement, ces quelques exactement. personnes parce que la Et vie donc il mmh. part avec ce monsieur, et il est avec son téléphone, il continue de filmer, et j'ai vu ses rushs. Je les ai vus. Donc j'ai vu
certaines personnes voilà, qu'il est venu voir chez elle. Il y avait une femme avec un couffin, un bébé. Et donc, petit à petit, ils deviennent plus nombreux. Et à un moment donné, il y a un bâtiment en feu, et c'est le dernier rush. Et Anna, elle n'a plus de nouvelles, en fait. Elle a essayé de partir avec lui, chercher les gens. Il lui a dit: «Mais ça sert à rien, reste ici, dans 1 heure et demie, on est rentré». 1 heure et demie plus tard, il n'est pas rentré, et puis elle commençait à s'inquiéter, et puis arrive 18 heures, et 18 heures, c'est le couvre-feu. Donc là, elle ne s'inquiète plus, paradoxalement, parce qu'elle se dit: «Bon, de toute façon, là, il n'a plus le droit de circuler en ville, donc ils ont dû trouver un refuge pour la nuit, et il reviendra demain». Et le lendemain matin, très tôt, cet autre monsieur, en fait, est revenu, tout seul, et très confus, et il a dit qu'ils ont été, il était énervé contre Mantas, parce qu'il disait à Mantas apparemment de ne pas filmer, et Mantas filmait toujours, et qu'à cause de ça, ils se sont fait arrêter. Je n'ai pas vu ça dans les rushs, je n'ai pas vu le fait qu'il demande d'arrêter de filmer. J'ai pas, bon, voilà, je ne sais pas. C'est là où tout devient flou, en fait, et confus et pas clair. Et donc, ils ont été arrêtés. Euh, et, en fait, Mantas donc a été a priori probablement accusé d'être un sniper pour le compte de l'OTAN, parce qu'il était lituanien. Tout seul, lituanien, et avec des traces sur ses bras, enfin sur ses épaules de son sac, qui faisait des sortes de traces très prononcées, ce qui est vrai pour le coup. Et donc ils ont probablement pensé que c'était le recul de l'arme du sniper qui provoquait ces traces. Mmh. Et donc Anna, elle est restée un petit moment avant de commencer le chercher parce qu'elle l'a cherché, elle l'a cherché partout, n'est-ce pas dans En fait, dès que cet homme est revenu, elle lui a demandé: «C'était où? Je vais y aller», et c'est là où, en fait, il a changé 3 fois de version en disant, qu'il savait pas, après que finalement il savait, que c'était dans un immeuble de 9 étages, puis finalement de 2 étages. C'est pas clair, franchement, c'est pas clair. Mmh. On sait pas ce qui s'est passé pour l'instant. Il y a une enquête, donc c'est délicat d'en Mmh. parler. Encore une fois, il y a des choses, je peux peut-être pas les dire Oui, je voilà. comprends, il y a une Je dis enquête. c'est délicat, et je veux pas mettre Anna dans l'embarras non plus, ça m'embêterait Oui. beaucoup. Donc voilà, toujours est-il qu'il y a eu, voilà, il y a eu ce jugement hâtif qui a été fait sur Mantas, le pauvre, et les snipers, des deux côtés, c'est simple, on leur brise le bras pour plus qu'ils s'en servent. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il avait effectivement le bras brisé, de manière très violente, quand on l'a retrouvé. Et, Anna parcourt la ville et demande à tous les soldats qu'elle croise en disant: «Vous avez mon mari, il est lituanien», et on lui répond: «Mais de quoi tu parles? D'où tu sors?» Il voit bien qu'elle est de la région, et il lui dit: «Mais t'es folle d'emmener un lituanien ici?» Et ils disent: «Non, non, non, nous on n'a que des gens de Azov», enfin bon, bref. Et elle y retourne tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et puis à un moment donné, ah oui, et entre-temps, elle réussit à. Il y a un jeune homme de 16 ans, je crois, qui avait un portable, qui a réussi à avoir une barre très vite, en fait, de réseau. Dès que le monsieur est revenu, elle a réussi à prévenir des gens à Lviv, en fait, par qui ils sont arrivés. Et là aussi, ça a traîné, ça a traîné. Ils ont pas, je ne sais pas pourquoi, mais ils n'ont pas prévenu l'ambassade lituanienne. Ils ont attendu 48 heures. C'est pareil, je ne sais pas pourquoi. Et enfin, alors que la première chose à faire, c'est de prévenir tout le monde, d'inonder Twitter, en fait, de cette nouvelle, parce que c'est une technique, en fait. Il faut mobiliser l'opinion publique, etc. Donc tout ça, ça a tardé. Et pendant ce temps, Mantas était torturé, en fait.
torturé de manière, ouais, enfin, il était en miettes, en fait. Et donc, Anna, au bout de 2 3 jours, je crois, croise un soldat qui lui dit, «Ton mari est mort». Et elle lui dit: «Je te crois pas, je veux voir le corps». Et il dit, je peux pas, il y a trop de il y a trop d'échanges de tirs, mais reviens demain». Elle revient le lendemain, il y a personne, puis elle revient le surlendemain, et là, elle tombe sur des soldats qui l'emmènent en voiture faire un tour. Et elle voit, à un moment donné, le corps de Mantas sous un tissu, heu, dans la rue, avec ses vêtements à lui, mais ses vêtements complètement propres. Donc, et lui, en revanche, avec le bras brisé, une balle dans la jambe, une balle dans la tête, une balle dans le cœur, mais les vêtements intacts. Donc, il était probablement nu pendant le. Et, voilà. Et là, elle se bat pour récupérer le corps. Elle récupère le corps. Et elle parvient à l'emmener, donc c'est à la morgue de Donetsk, je crois, où on lui donne un laissez-passer. Et donc, ce qui est aussi bizarre, on lui donne un laissez-passer pour passer par la Russie et ramener le corps de Mantas en Lituanie. Et, c'est là où moi je la rejoins pour l'enterrement, et où je récupère les rushs, en fait. Donc, Mmh. En parlant de Roche, donc voilà, c'était une histoire absolument, cruelle, voilà, on peut imaginer facilement ces longs jours, pour Anna, que de la recherche du corps, voilà, l'apprentissage de cette nouvelle, et après toutes les démarches qu'il faudrait faire, pour, récupérer le corps, pour aller encore à Donetsk occuper, ensuite, partir en Russie, après, traverser quelques régions. J'imagine que la route passe par quelques régions pour rejoindre Lituanie par la suite. On peut imaginer quel enfer que ça a représenté pour elle que de faire ce voyage infernal. Et les roches, quand vous dites, donc voilà, le film, en fait, les images, les séquences, c'était avec elle tout ce temps-là, oui, n'est-ce pas? tout à fait. Oui, oui, oui. Elle vivait chez moi, et elle avait une petite boîte avec les cendres de Mantas. Donc, Mantas aussi était avec nous. Voilà. Et on montait le film chez moi. Et comment est-ce que les Russes ont permis, et voilà, qu'elle apporte le film? Parce que c'était quoi? C'était le disque dur ou c'était l'ordinateur? Qu'est-ce que sous quelle forme? C'est un disque dur, ouais, un disque dur, avec les rushs. Comme j'ai dit, voilà, c'est beaucoup, bah, le disque dur, elle l'avait caché, comme Mantas le lui avait dit. Heu, mais moi, ce qui m'étonne, c'est surtout de ramener le corps, en fait. Le corps en miettes qui a été, et je pense qu'ils voilà, pas une seconde, ils ont mesuré, bah, qui c'était, en fait. Et voilà. Et aujourd'hui, il y a une enquête qui, malheureusement, comme dit Anna, n'intéresse pas grand monde, ni l'Ukraine, qui a autre chose à faire, ni la Lituanie, ni il y a pour l'instant qu'elle qui se bat pour faire condamner, en fait, puisqu'elle elle elle a vu dans les yeux, elle a parlé plusieurs fois avec l'homme qui a exécuté, ou donné l'ordre, en tout cas, d'exécuter, son mari, puisque c'est lui qui le lui a rendu. Ah, donc c'est lui, Donc, il a reconnu explicitement que c'est lui qui avait donné l'ordre d'assassiner, que de tuer son non, non, mari? non, ça c'est elle qui le dit, mais on va dire que c'est lui qui a rendu le corps. Mmh. Donc, Et donc voilà, donc c'était un soldat, russe en apparence, donc on peut imaginer qu'il n'a pas. pas en apparence, mais enfin, il était bourriate, mais oui. Oui, donc on peut imaginer qu'il était incapable d'en faire une photo, non plus, parce que voilà, dans les conditions où on te rend le corps de ton mari, c'est pas les conditions, et tu te trouves dans la ville assiégée, martyrisée, détruite, c'est pas les conditions où tu demandes des comptes, et si tu filmes et tu appelles la police, ça c'est aussi clair. Et donc voilà, donc le corps qui arrive là, et donc c'est le travail de montage qui commence, et en fait, vous étiez déjà
vous connaissiez déjà en fait qu'il a terminé en fait le tournage parce que, donc il était arrêté et tué au moment où il a déjà pris la décision de quitter Mariupol avec Anna, n'est-ce pas? Donc c'est-à-dire qu'il a tout filmé ce qu'il voulait faire en fait. Ah oui, 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 il y avait bah, il continuait de filmer, même, quand parce que Mantas, il filmait tout le temps de toute façon, donc mais oui, même quand il récupérait, quand il est parti chercher les gens, il filmait avec son petit alors c'était plus avec sa caméra, c'était avec son petit téléphone portable, et c'est des images qu'on n'a pas utilisées dans le film parce que, tout simplement parce que, bah, c'est un autre, mode de narration, en fait. C'est là où ça devient du cinéma, c'est que on a préféré rester dans cette église, parce que cette marche-là malheureusement ne menait nulle Mmh. part, si je puis dire. Est-ce que Donc, Anna, depuis qu'elle est rentrée, depuis qu'elle a quitté Mariupol, est-ce elle était au courant du sort, du destin des autres, des gens qui figurent dans le film, des gens qu'on voit dans ce film, par exemple à l'intérieur de cette église? elle m'a dit qu'elle avait eu des nouvelles, ouais. Ouais, ouais. Que les gens ont pu quitter la ville aussi? Oui, certains, ouais. Ouais, ouais. Certains, oui. Je je peux pas, je sais qu'elle m'a parlé de quelques personnes, mais voilà, je connais pas les détails, il vaut mieux lui demander à elle. Elle habite à Kiev. Alors, on invite, nos auditeurs de chercher ce film à l'internet. Il était longuement sur le site Arte. Ça se trouve, vous pouvez le visionner sur d'autres plateformes. Voilà, c'est un document de cette, guerre très cruelle et aussi une œuvre qui démontre, en fait, l'humanité, le sort de l'humain, pendant, la guerre, avec toute cette humanité qui était propre à Mantas, dans ses films, dans son film sur Mariupol, le premier et puis dans le deuxième. Et donc n'hésitez pas de le chercher, de le regarder. Merci beaucoup Dounia pour cet entretien qui retrace en fait le chemin tragique de réalisateur lituanien pour qui nous a rendu en fait cette vérité importante et merci pour votre collaboration avec ce film qui a rendu en fait possible pour nous de regarder et puis de savoir ce qui se passe pendant la guerre. Merci beaucoup. Merci Tatiana, merci beaucoup. C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas de partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, j'étais accompagnée par Dunia Sichov, actrice, productrice et monteuse de cinéma. Dunia a monté 2 films de réalisateur lituanien Mantas Kvedaravičius sur la ville de Mariupol. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.